Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vlogmas, vu que nous sommes le 10 décembre. Et aujourd'hui ça va être une petite vidéo où je vous parle de ma lecture que j'ai terminée. Alors je l'ai terminée depuis un moment, c'est-à-dire depuis dimanche. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai fini de vous raconter donc le livre que j'ai fini, on va reprendre ensemble, pardon, le livre de Franck Tillier, le roman Maudit, son thriller de l'Avent. Et ensuite, donc, je mangerai mon petit chocolat. Voilà. Donc, ma lecture que j'ai terminé le livre de Franck Tillier à retardement aux éditions donc Fleuve Noir, livre que j'ai terminé dimanche et dont je ne vous ai pas encore parlé. Tout simplement parce que je pensais que je lirais un petit peu plus vite que ça et que je pourrais éventuellement vous faire un bilan lecture de mes 4 livres, sauf que je me suis rendu compte que je ne lisais pas trop vite, très vite même, enfin pas assez pour dire de vous refaire un bilan avant de partir en vacances. Donc j'ai décidé de vous parler de ce livre-là que j'ai fini dimanche et de vous parler aussi de ma lecture actuelle. Voilà. Donc Franck Tillier à retardement, donc c'est un livre qui parle de psychologie, de schizophrénie surtout. Donc dans cette histoire, on va retrouver l'équipe de Charcot, donc Charcot, Lucie et Nicolas, qui vont arriver sur une scène de crime dans une maison. Il y a un homme qui s'est fait tuer durant la nuit, pendant qu'il dormait. Voilà, il a été lardé d'un peu plus de 50 coups de tournevis. Voilà. Et ce qui va sauter aux yeux tout d'abord, c'est que dans la maison, il n'y a aucune empreinte digitale. Donc aucune empreinte digitale de la victime et aucune empreinte digitale du tueur. Voilà, c'est ce qui ressort d'abord dans cette enquête. Et donc, Franck Charcot, avec son équipe, va commencer tout doucement à enquêter. Et en parallèle, on va être avec Éléonore. Éléonore qui est psychiatre dans une UMD, une unité pour malades difficiles. Donc, ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies comme la schizophrénie, mais à un niveau très très élevé, et qui ont à un moment donné pété les plombs, voilà, où la maladie a, comment dire, a été beaucoup plus forte que la personne. Et la personne est tout simplement passée à l'acte, donc elle a tué. Donc voilà. Et dans cette UMD, Éléonore va, comment dire, accueillir un nouveau patient. Voilà, un homme va arriver, va être amené par les urgences et par des gendarmes, car il a poussé sur les rails une personne qu'il ne connaissait pas et qu'il est soi-disant atteint par des vers. Donc il a très très peur des vers, vous savez, l'animal, hein, le ver, voilà. Il pense avoir des vers en lui et il pense aussi que des vers l'attaquent, voilà, chez lui et dehors, voilà, qui le poursuivent. Et Léonore trouve son attitude vraiment très très étrange, donc elle va commencer à se poser des questions par rapport à sa maladie, et elle pense aussi, elle a un doute sur, comment dire, elle pense qu'il a été beaucoup plus loin que ce qu'il veut bien faire penser. Elle pense qu'il a été jusqu'à tuer, vraiment en sachant vraiment ce qu'il faisait. Voilà. Et donc, à un moment donné, ces deux affaires vont finir par s'entremêler et nous, on va voir tout ça. Donc, Franck Tillier, là, cette fois-ci, va nous parler bah, de ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la schizophrénie. Voilà, c'est vraiment ce que l'on pense là, enfin, ce qu'il a écrit là, dans cette histoire. Ça a été une bonne lecture dans l'ensemble, mais
il y a eu quand même, des moments où il y a eu, des petites longueurs pour moi, voilà. Ça, même si l'histoire était très intéressante, heu, du point de vue, psychiatrie et du point de vue juridique, parce qu'on va aussi parler, ben, comment dire? De ces gens qui tuent et qui sont, comment dire? Et qui sont jugés, par rapport à leur maladie. Donc est-ce que juridiquement, est-ce qu'ils sont plus prêts à aller en prison, ou est-ce qu'ils, sont, plus, enclins à aller en psychiatrie? Et c'est aussi, cette partie-là que l'on va, dont Franck Tillier va nous parler. Et ce que ça coûte pour les victimes, pour ceux qui restent en fait. Il y a ceux qui ont été tués par, des gens, complètement, au bout de leur maladie, enfin au plus haut de leur maladie. Et pour la famille qui reste, c'est vraiment compliqué parce que, pour certaines personnes, c'est dur à comprendre de voir que, le meurtrier est placé plus en psychiatrie qu'en prison. Voilà. Il y a pour, certaines personnes qui restent, qui ne comprennent pas, cette justice, et qui, ont du mal à accepter, tout simplement le verdict. Voilà. Et donc, ça a été pour moi une bonne lecture dans l'ensemble, mais je dois avouer, que par moments, il y a eu malheureusement, des petites longueurs, pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça a été, vraiment, très intéressant à lire. Par contre, je tiens à dire aussi, qu'il y avait, pas mal, de scènes bien glauques. Là, franchement, Franck Tillier il y a été, à fond. Voilà, d'habitude, ça reste quand même à peu près soft, mais là, il y a plusieurs scènes, qui, voilà, qui sont vraiment, très, faut avoir le cœur bien accroché, on va dire, voilà. Et mais ça n'empêche que j'ai vraiment beaucoup aimé, retrouver, Franck Charcot et toute son équipe. Là, dans celui-là, on ne voit pas beaucoup Lucie, donc la compagne de Franck. On voit, plutôt, pas mal Nicolas, voilà, qui, dans, l'avant-dernier livre de Franck Thierry, donc dans La Faille, on sait qu'il a subi un traumatisme dans La Faille, et là, dans celui-là, on le voit un peu plus enquêter, et on voit l'après. Voilà. Mais si vous n'avez pas lu, les autres livres, de Franck Tillier avec, Charcot, ça ne pose pas de problème. Voilà, vous pouvez, lire, à retardement, même si vous n'avez pas lu les autres, ça se lit, très bien, sans forcément connaître toute la vie de Charcot, de Lucie et de Nicolas. Franck Tillier parle un petit peu, de ce qui s'est passé par rapport à Nicolas, ce qui fait que ça raccroche les wagons, parce que ça fait un moment, bah, ça fait 1 an en fait, que La Faille est sortie, donc ça peut, peut-être poser problème pour, certaines personnes de se rappeler ce qui s'est passé. Mais pour d'autres qui n'ont pas lu, comment dire? La saga, tout simplement, bah, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez, très bien le lire sans avoir lu, les autres d'avant. Donc voilà. Donc ça a été pour moi une bonne lecture, mais pas j'ai mis du temps à le lire, ce livre, et ça m'a un peu embêtée, voilà, de ne pas le lire aussi vite que ça. Mais en même temps, je comprends aussi pourquoi, j'ai mis du temps à le lire, parce que, j'ai plusieurs autres lectures en cours, et ça m'embête fortement. Voilà, mais bon, c'est la période, qui le veut, et ce n'est pas grave, je vais, voilà, le principal, c'est que je l'ai fini, et c'est ce qui compte. Voilà, donc si, vous avez envie, de lire, bah, tout simplement Franck Tillier, et que vous avez, envie de lire ce livre, et ben, n'hésitez pas, même si vous ne connaissez pas, toute la vie de Franck Charcot et de son équipe, ce n'est pas un problème, vous pouvez le lire sans problème. Voilà. Donc Franck Tillier, à retardement, aux éditions Fleuve Noir.
Et en ce moment, donc ma deuxième lecture de ce mois de décembre, je suis en train de lire Steve Berry, donc une nouvelle enquête de Cotton Malone, Le Secret Atlas aux éditions Le Cherche Midi. Donc vous le voyez, je ne suis qu'au tout début. Alors là, pareil, j'ai un peu de mal avec cette lecture parce que là, l'auteur va nous parler de la monnaie virtuelle dont on entend beaucoup parler, donc le Bitcoin, je ne sais pas comment on dit. Je dois dire que j'ai un petit peu de mal avec cette lecture. Surtout que moi, cette monnaie virtuelle, ça ne m'intéresse pas forcément. Voilà, je vais quand même continuer à lire ce livre parce que moi, j'aime beaucoup la plume de Steve Berry et son, comment dire, et son personnage de Cotton Malone est un personnage que j'apprécie beaucoup, même si je n'ai pas lu tous les Steve Berry, j'avoue. J'en ai lu pas mal, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas lu. Et voilà, et donc je vais continuer cette lecture et je vous en dirai plus. Donc, quand je l'aurai continué. Voilà, donc pour cette petite vidéo qui ne durera pas très longtemps. Donc maintenant, on va lire ensemble donc le Franck Tillier, le roman Mondi, son trailer de l'avant. Vu que nous sommes le jour 10, nous sommes le 10 décembre et donc je vais ouvrir les petites pages. Alors, c'est parti. Donc, je crois que c'est bon, mais je ne suis pas sûre. Ouais, si, c'est bon. Je pense que les autres sont aussi... Ouais, nickel. Donc, on va retrouver donc Naël, qui va revivre encore une fois le 1er décembre. Et c'est parti. Claquement de portière. Naël ouvre juste un œil qui roule dans son orbite en direction du téléphone. Comme d'habitude, les compteurs ont été remis à 0. Super, il dévale l'escalier. La fée du ménage est passée, tout est nickel en bas. C'est absolument génial. Naël se régale déjà de la journée à venir. La soirée de la veille aurait été parfaite si Karen avait été de la partie. Il aurait pu plonger ses yeux dans les siens, approcher ses lèvres et l'embrasser. Avant de se remettre en route pour le lycée, il pénètre dans un territoire interdit, celui de son frère. Il sait où il planque sa cagnotte dans une petite boîte au fond de son dressing. Il l'ouvre et récupère tout l'argent que Mathis met de côté depuis 1 an en donnant des cours de soutien en littérature. C'est pas bien. Donc on a Naël qui est toujours dans son lit là et il est exactement 6h56 au réveil. Plus de 600 €. Avec ses propres économies, ça fait presque 900. Il a un peu de scrupules en lui volant son pactole, mais peut-on parler d'un vol? C'en est un. Fait une petite voix dans sa tête. Non, c'est juste un emprunt, réplique une autre. Et ces voix se mettent à discuter comme ça 5 bonnes minutes. On s'en fout. Il avait besoin de cet argent, pas une raison pour le voler. T'es qui toi pour me parler comme ça? Je te parle comme je veux. Et arrête de hurler, tu nous casses les oreilles. Ce n'est pas la première fois que Naël les entend. Parfois, elle semble flotter juste au-dessus de lui et parle trop bas pour qu'il comprenne ce qu'elle se raconte. Il se prépare, trouve comme chaque jour le livre de Léo. Sa main défait le fil du chapitre 10 comme si, encore une fois, quelque chose de puissant la guidait. Un lien indéfectible entre Léo et lui. 10, 10, 10, 10 décembre. Voilà. Donc là, on a la couverture du livre. Et là, ici, on a toutes les petites paroles de son cerveau. Alors, s'il commence à devenir con, ça craint. Le mal débarque, direct sur le carnet.
Mon cœur s'arrête. Je suis mort. J'aurais jamais dû dessiner sous le coup de la colère. Ses gros yeux jaunes scrutent son portrait sur la couverture. Je respire plus. D'un coup, un bruit résonne sous le masque. Un bruit très grave. C'est un rire. Le rire le plus flippant que j'ai jamais entendu de ma vie. Je ne sais pas si c'est bon signe. Un fou comme lui est capable de rire en tuant quelqu'un. Il tourne les pages comme un malade, observe chaque dessin. Je vois ses mains trembler. Le carnet vole sur mon lit. Il commence à faire les 100 pas, agité comme une bête en cage. La colère monte, je le sens, craque. Sa respiration s'accélère. La latte qui bouge sur son pied. Il s'arrête net. Refait un pas en arrière. Encore ce bruit. Il se baisse. Touche le bois. Mon sang se glace. Il soulève. S'il trouve les... Il va me buter. Il regarde sa montre, une seconde d'hésitation, qui dure, une éternité, puis il s'en va. La serrure comme toujours, la lumière va s'éteindre, je le sais. Faut que je me débarrasse des preuves, vite. S'il découvre que je sais, pour les autres, ça pourrait le rendre dingue. Je soulève la planche en tremblant, j'attrape les boulettes de papier. Et là, un autre truc, tout au fond. Une feuille, pliée, que je n'avais pas vue. Le même genre de feuille que dans mon carnet. Je remets la latte en vitesse et je cours me planquer dans mon lit. Mes doigts tremblent en dépliant le papier. C'est une lettre d'Eliot. Clac. Le noir total. Donc là, on a le carnet et ce qu'il a dessiné. Une lettre d'Eliot. Naël reste là, figé, accroché à la page. L'envie d'ouvrir la suite le démange. Il effleure les coutures. Mais non, il ne peut pas patienter jusqu'au lendemain. Une fois dehors, il crève les pneus de la voiture du voisin. Il retrouve Louise plus loin, la laisse monter devant dans le bus. Son amie se vautre et le comble. C'est elle qui s'excuse. Naël voit combien elle est triste et s'en veut de lui faire subir ça. Elle et son amie ont toujours été là à se soutenir l'un l'autre. Mais rien n'est plus important que la fête de ce soir. Tu n'es pas seul. Réponse à l'interro de Matt, abracadabra. Pour d'autres tours de magie encore plus extraordinaires, j'organise la plus grosse fête à laquelle vous aurez jamais participé chez moi, dès 19h. Et si vous venez, vous aurez 10 € à l'entrée. À peine arrivé au lycée, il distribue ses petits papiers. Cette fois, presque tous acceptent de venir, y compris les petites pestes qui affichent désormais un grand sourire. C'est bien la première fois qu'on leur donne de l'argent pour se rendre à une soirée. Karen sera donc là, elle aussi. Tu es le plus fort. Naël est sur un petit nuage. Le caddie déborde de 400 € de folie et ils ne sont pas trop de deux pour le pousser. L'adolescent balance 2 billets de 50 au père de Léo. Non, reprend les gamins, fait-il. C'est beaucoup trop. Vous en avez besoin. Donc là, on voit donc les billets qui volent et on voit le petit mot qu'il a fait pour ses petits camarades. Louise attend d'être assez loin du SDF pour interpeller son ami. C'est cool pour lui, mais 100 €, mec? Tu la sors d'où cette fortune? Et toutes ces courses? T'inquiète, je gère. Tu gères, ouais. Ta fortune, là, on aurait pu acheter des jeux avec. En tout cas, moi, je viendrai pas à la teuf. M'en veux pas. Trop de monde. Naël n'essaye même pas de la convaincre. Ça sert à rien de la forcer. Elle l'abandonne avec son caddie devant chez lui et s'éloigne. Il est un peu triste de la voir partir comme ça. Mais ce qu'il est en train de vivre, c'est pas tous les jours quand même. Enfin, façon de parler. Il s'active le reste de l'après-midi. Quand tout est prêt, il peut enfin accueillir les premiers invités. Il sort les billets de 10 € de ses poches. Et ça crée un lien immédiat avec ses nouveaux amis. T'es cool, mec. Je sais, sourit Naël. T'es qui, au fait? À 20h, ils sont cette fois une quarantaine. Certains sont venus avec des potes qui ne sont même pas en cours avec eux,
qui ont pris l'argent et sont repartis. Les copines de Karen sont présentes, mais pas elle. Ses parents sont graves stricts, lance l'une d'elles. On est passé la chercher, mais ils ont refusé qu'elle vienne. C'est pas vrai. Y arrivera-t-il un jour? Il va falloir qu'il trouve une solution. Donc là, on a Naël. Et là, on a les filles. Et puis ses invités. Mais pour le moment, l'heure est à la fête. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Après avoir distribué des costumes, il coupe soudain la musique, ouvre les portes des placards et hurle. Bataille de pistolets à eau, de confettis et de crème chantilly. Il balance les divers objets devant lui. Ça se pousse, ça se bouscule dans les cris de joie. Les premiers jets d'eau et de crème percutent les visages. Puis les Dark Vador, Cendrillon, Batman, Spider-Man se mettent à courir, à se cacher, à se disperser dans toutes les pièces. Des bruits de pas, des rires résonnent à l'étage du dessus, des bibelots et des cadres volent au sol. On recharge les canons d'eau dans la salle de bain. La cuisine, on ouvre les placards et on balance de la chantilly sur ceux qui s'y planquent. Naël laisse faire, il est au centre de tout ça. Mon pote, c'est la meilleure fête de ma vie, lui lance un élève qu'il ne connaît quasiment pas. On lui tape amicalement dans le dos, on l'embrasse sur les joues, on l'aime. Donc voilà, là, tous ses copains, Batman, voilà, ici, et puis les filles, là, et puis Naël qui est là. L'adolescent est empli de bonheur. Il se dit qu'il pourrait faire encore plus grand, mais plus fort, qu'on pourrait l'aimer encore plus. C'est une sensation tellement agréable. Quand tout le monde est parti, la maison semble avoir été balayée par une tornade. Ce n'est plus qu'un champ de ruines. Ils ne se sont pas contentés de s'amuser. Ils ont tout détruit. À l'étage, ils ont laissé couler les robinets et boucher la baignoire. L'eau a débordé de partout et commence à traverser le plafond. Il se précipite dans sa chambre et la panique s'empare de lui. Comment va-t-il pouvoir dormir? Son matelas est trempé, renversé au sol et plein de chantilly. Il enlève son costume, va se débarbouiller. On est le 2 décembre, il est déjà 1h du matin. Il se réfugie dans un petit coin épargné, enveloppé d'un drap. Ferme les yeux avec l'espoir que le sommeil vienne. Il faut qu'il vienne. Mais plus il essaie de dormir, moins il en a envie. C'est au moment où il commence enfin à sombrer qu'il entend un bruit de moteur. Son frère est de retour. Donc là, on voit toute la catastrophe. Voilà. Et on voit Naël qui essaye de dormir. Et voilà, l'histoire est terminée. Et demain, nous sommes le 11 décembre. Voilà donc pour la petite histoire. Et maintenant, je vais manger mon petit chocolat. Donc nous sommes le 10 et le 10 est ici. Et c'est un petit chocolat blanc. Voilà, donc je vous le montre, comme ça. Je ne vais pas le manger tout de suite. Je vais juste vous le faire montrer comme ça. Et puis, de toute façon, vous savez maintenant comment est-ce qu'ils sont faits. Voilà, mais sachez qu'ils sont très bons. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Voilà pour mon petit bilan du livre de Franck Tillier, donc à retardement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'histoire de Naël vous plaît toujours autant. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et moi, je vous dis donc à demain pour un nouveau Vlogmas. Bisous, bye bye.